Quelques petites secondes, 8h20, ici au Bénin, à Canal 3 Bénin. Fulbert Adimerosso, bonjour. Bonjour Christian. Voilà, vous allez nous parler un peu ce matin des sachets, des puwata. Et des eaux conditionnées. Des eaux conditionnées, tout à fait. Quand on voit les informations que contiennent donc ces sachets, on voit souvent plus naturel water, your health is your concern. C'est pour dire votre santé nous concerne. Oui. Mais quand on remonte la chaîne, on se rend compte que c'est plutôt le contraire. Donc avec nous aujourd'hui, on a Félix Adéinka, qui est expert en eau et assainissement, coordonnateur du WFCC. C'est quoi déjà le WFCC? C'est le conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ok, merci. Alors, est-ce que vous avez appris une seule fois le Puwata? Pour être franc, j'ai pris ça une fois, mais depuis, j'ai cessé. C'est discutable. Vous savez, c'est relatif. Le goût est relatif, mais je n'en prends plus. Et je ne suis pas sûr d'en prendre encore. Pourquoi? Parce qu'on se tue lentement et sûrement avec les Puwata. Pourtant, beaucoup prennent dans la rue, au marché de Tontokpa, partout, mais ils ne meurent pas. C'est pas ignorance, on se tue lentement parce que les conditions, la qualité de l'eau dans les sachets et les conditions de conditionnement, si je peux me répéter, sont mauvaises. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous intéresser aux unités de production de ces eaux conditionnées? J'ai fait le tour plusieurs fois, mais est-ce que vous, particulièrement, vous avez connaissance des conditions d'hygiène? Il y a une étude récente réalisée par le ministère de l'Eau, ça date de mai 2019. Oui. Si vous lisez ce rapport, vous allez être effaré. C'est terrible, les conditions de travail de ces opérateurs qui ne sont même pas connus. Il y a les opérateurs qui font de l'eau embouteillée, il y en a peut-être une centaine, mais près de la moitié n'est pas connue, ne s'est pas enregistré. Et pour les eaux en sachet, il y a des milliers d'opérateurs qui opèrent clandestinement dans des conditions sanitaires terrifiantes. Ce rapport dit quoi en termes de statistiques de données ou de présence de microbes, de bactéries? Ce rapport dit que 40% des unités sont à risque élevé et 15% à risque très élevé. Vous voyez, ça fait 55% de risque et pratiquement pour l'eau en sachet. Ça, c'est terrible. C'est difficile de l'accepter. Comme on ne meurt pas sur le coup, ce n'est pas un accident, mais on meurt lentement et sûrement. Et il faut que le gouvernement réagisse. Pour en mourir, il faut certainement en souffrir de maladies. Qu'est-ce que ces maladies-là peut-être que les populations peuvent contracter en prenant du Puwata? C'est la pollution organique. Vous savez, la nappe où les gens vont puiser l'eau. Pour vous dire, 51% utilisent l'eau de Seneb, mais 45% utilisent des forages privés. Ils font des forages dans des conditions que vous savez, mais ils exploitent une nappe afférente, une nappe inappropriée. L'eau de pluie. Beaucoup de nitrites aussi, donc c'est très dangereux pour l'organisme. Que faut-il faire? Il y a une police sanitaire, il y a l'État, il y a des organismes. Que faut-il faire? Il y a longtemps que ça dure. Il y a longtemps qu'on crie. Avec vous, on a crié tout récemment. Il y a 2 décrets qui dorment dans les tiroirs du ministère de la Santé pour contrôler l'exploitation de ces unités-là. Mais ça n'a pas été signé. On a beaucoup dépensé pour les réaliser. On ne sait pas ce qui ne va pas, ce qui cloche. J'espère, puisque le ministre a demandé qu'on lui ressorte ces 2 décrets-là, que très prochainement, ces décrets vont être signés. Ce qu'il faut faire, c'est à 3 niveaux. Au niveau du ministère de l'eau, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des collectivités locales. La première chose, c'est qu'on puisse exercer un contrôle régalien sur toute cette activité-là. Il faut qu'on puisse identifier les producteurs. C'est comme... Justement, c'est tout le problème. Ils sont dans un quartier. Ils sont dans un quartier. Moi, dans mon quartier, on est à peine, je ne sais pas, 5000 habitants, mais on peut dénombrer une quinzaine d'unités de production. C'est comme si... À défaut, parce que la SONEB ne couvre pas, ne répond pas à tous nos besoins, on s'abat sur ces unités de production pour se satisfaire. Il faut aussi que la SONEB puisse étendre son réseau dans ces zones-là, permettre que le coût soit abordable, les conditions de branchement soient accessibles à nos populations pour briser ce marché de mort, ce marché d'insalubrité. De toutes les façons, faut-il supprimer les eaux conditionnées? Non. Tant qu'on n'aura pas un accès universel,
Les gens ont soif parce qu'actuellement, il y a la chaleur, il y a l'augmentation. Le mode de consommation même fait que on doit beaucoup consommer et que tant qu'on n'aura pas un accès universel, on doit promouvoir ces unités. Même là où il y a l'accès universel, il y a en Europe, partout, il y a l'eau conditionnée. L'eau qui est sûre aujourd'hui, c'est l'eau de la SONEB, prise directement. Il ne faut pas qu'il y ait des intermédiaires ou bien que ça dure. Je vous assure, c'est l'eau de la SONEB qui est... Quelles que soient les impuretés qu'on va voir dedans, ça ne tue pas. Mais quand on prend par exemple le Pure-Water, le problème ne se pose pas surtout au niveau de la production. Il y a également les conditions de transport, de distribution. Vous voyez des tricycles transporter l'eau dans la circulation, mais on se rend compte que c'est pratiquement l'exposition aux microbes. Non, c'est à tous les niveaux. D'abord, la qualité de l'eau qu'on met. Je vous dis, ils ont fait des forages privés. Comment faut-il transporter ici avec le problème de la production? Que faut-il faire pour Même la les sachets ne sont pas biodégradables. Pourtant, il y a une loi ici de décembre 2017 qui interdit l'utilisation des sachets. On continue. Pour 98%, 88%, c'est de sachets. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on puisse les encadrer, renforcer leurs capacités, ceux qui sont là, et donc les appuyer, les mettre aux normes. Puisqu'on connaît les normes, on sait que ce n'est pas difficile, c'est parce que cette filière est lucrative, tout le monde se jette dedans, il faut qu'on puisse l'organiser maintenant. Il y a une agence qui est créée il y a une semaine par le gouvernement. Est-ce que c'est un beau signe? C'est une chance. Et je dis, notre gouvernement, ils sont là en action, ou c'est nous qui sommes pressés, mais les choses se mettent progressivement en place. L'agence là a du boulot. Et je pense que la première chose à faire, c'est sur ce terrain-là qu'on va attendre l'agence au Carrefour. On parle de Covid et on parle d'hygiène également. Comment faut-il prioriser l'hygiène et l'assainissement après la Covid ou pendant la Covid, parce qu'elle va durer plusieurs décennies? Dans les gestes barrières, il y a deux gestes importants. C'est le port de masque, qui doit être hygiénique, puisqu'il faut les laver quand c'est réutilisable, il faut les jeter quand il y a les déchets qui sont produits, puis après c'est le lavage des mains à l'eau au savon. Il faut que cette pratique-là demeure après Covid. Donc il faut que tout le monde ait accès à l'eau. J'invite le gouvernement à accélérer la réforme, ce qui se fait actuellement, puisque nous sommes encore à moins de 70% de couverture. Les 30% ont besoin d'eau pour se laver les mains. Et donc, il faut qu'on puisse leur fournir l'eau. Et donc, ça va se poursuivre. Je veux que cette pratique-là devienne un réflexe pour tout Béninois, même après Covid. Parce qu'il y a 5 moments importants, critiques de la vie, où il faut absolument se laver les mains à l'eau. C'est avant de manger, c'est à la sortie des toilettes, avant d'allaiter un enfant. Vous voyez, ces moments sont critiques et il faut absolument que chaque Béninois, chaque citoyen habitant de ce pays, restant au pays, puisse pratiquer ces gestes-là de façon normale, automatique. Avez-vous l'impression que pendant ces 2-3 mois de crise, que les Béninois ont changé un tout petit peu en matière d'hygiène, de comportement? Et il y a quelque chose, malheur est bon. Il y a une opportunité dans cette pandémie-là. Depuis longtemps, avec vous, on a toujours crié qu'il faut mettre des dispositifs de lavage des mains à la disposition des communautés. Personne ne nous a suivis. On est tranquille maintenant et ça s'est imposé à nous. Ce qu'il faut faire, c'est que ça puisse durer. Il faut continuer par sensibiliser. C'est pour notre santé, c'est pour protéger les autres, c'est pour le bien du Bénin. Une dernière préoccupation, la priorisation du secteur de l'hygiène et l'assainissement passe également par la loi. Il y a un défaut, lequel? Un grand défaut, vous tirez le verre du nez. Non, c'est le code de l'hygiène publique. Je supplie les députés. Je supplie ceux qui ont en charge de vote de ce code-là. C'est inscrit à l'ordre de la session actuelle, mais c'est au bas de l'agenda. C'est le dernier point. On n'est pas sûr que ça puisse être fait. Je demande au réseau béninois des parlementaires pour le WASH, au réseau béninois des parlementaires pour la décentralisation, de faire relever ce code-là dans leur agenda pour que ça puisse voter à cette session. C'est indispensable. C'est un code, je rappelle, qui date de 87. Le dernier, oui, le code en vigueur date de 87 et après ça, il y a eu la décentralisation, il y a eu les objectifs du millénaire pour le développement et il y a eu maintenant les objectifs de développement durable. C'est dépassé.
et il faut absolument qu'on puisse le remettre à l'ordre du jour. La police, la brigade sanitaire, la police environnementale trouveront de la matière pour exercer pleinement leurs prérogatives. Merci Félix Adinka. Je rappelle que vous êtes expert en eau et assainissement, coordonnateur du WSCC. Merci Christian. Merci à vous d'être passé ce matin avec votre invité, Philbert Adjimé Rossou. Très bonne journée. On va revivre un peu cette balade du côté